On va passer aux dernières présentations de la matinée qui portent sur les boosters H2O Lyon. Donc c'est un format qui a été lancé l'année dernière et donc il y a Hervé Piéguet qui va venir introduire qu'est-ce que c'est les boosters. Et ensuite il y aura 3 exemples, un donné par Emmanuel Mignot, un donné par Jean-François Berger et un par Hervé. Donc effectivement cette dernière intervention là à 3 voix pour vous présenter les boosters. Donc l'EUR H2O Lyon a une dimension formation, mais elle a aussi une dimension politique scientifique. Donc, pourquoi des boosters? C'est quelque chose qui nous a été suggéré par le comité institutionnel. C'est vrai que des dispositifs comme celui-là, on peut travailler en appel d'offres, mais on peut aussi décider d'essayer de construire, de promouvoir des stratégies collectives, et notamment des stratégies qui vont permettre de faire vivre l'interdisciplinarité en lien avec nos partenaires. Donc c'est une recommandation du comité institutionnel, mais c'est également une recommandation de notre comité international faite en juin 2019. Donc autant vous dire que c'était une bonne idée, on a essayé de la suivre. Donc c'est une stratégie top-down, une approche plus intégrée et interdisciplinaire, de manière à répondre collectivement à des appels à projets de recherche qui peuvent être nationaux ou qui peuvent être internationaux. Donc on pense à des ANR évidemment, on pense à des projets européens, notamment des projets européens avec les partenaires type Interreg, Espace Alpin ou d'autres dispositifs, mais également dans certains cas aux ERC, notamment les ERC Synergie qui permettent de mettre en lien plusieurs équipes de recherche. Donc l'idée, c'est de constituer aussi des projets supports qui peuvent être intéressants pour les projets tutorés dont on a parlé tout à l'heure avec le master international. Donc on a appliqué la stratégie de l'escalier. Donc la stratégie de l'escalier, elle est une stratégie qui est communément utilisée par nos instances. L'idée, c'est de mettre en quelque sorte au pot, petit à petit, notamment on peut partir avec des petits dispositifs à 5 000 euros, 15 000 euros pour financer des masters, pour financer des séminaires, pour commencer à créer finalement le bourgeonnement, le développement, l'émergence de l'interdisciplinarité sur des projets. Et puis on va monter progressivement, on peut monter aussi très rapidement sur des financements plus importants. Donc on peut aller autour de 150 000 euros avec les dispositifs que l'on a, mais évidemment quand on met une mise de cette importance, eh bien on espère que les collectifs vont pouvoir justement pouvoir contractualiser, développer des projets qui seront très rayonnants en quelque sorte à l'échelle nationale et internationale et qui permettront de résoudre certaines questions scientifiques et opérationnelles qui peuvent être posées. Donc le premier exemple, on a pris 3 exemples là, pour permettre le dialogue, les échanges. Le premier exemple va être présenté par Emmanuel Mignot. Donc bonjour à tous. Vous avez pas une question, je peux me mettre devant, ce serait plus facile. Merci. Donc on est parti du constat, donc ça fait depuis à peu près les années 2000 que sur la place lyonnaise on travaille sur les inondations urbaines et le constat est clair, une urbanisation constante de la population, des événements extrêmes qui sont attendus avec le changement climatique et donc la communauté s'intéresse depuis quelques temps aux risques causés par les inondations urbaines, le risque pour les habitants d'être emportés par les eaux, les risques pour les véhicules et le mobilier urbain d'être aussi emportés avec des risques de collision, par exemple avec les services de secours dans les villes inondées. Et le constat est venu qu'en fait les pollutions associées à ces événements étaient trop peu étudiées à notre goût. Des pollutions qu'on a imaginées au départ pouvant provenir de débordements d'égouts avec des matières fécales, ça a été mesuré par exemple aux Pays-Bas. Des fuites de carburant, par exemple d'accidents de véhicules, des cuves de fioul qui remontent, le lessivage d'usines en zone proche urbaine ou le lessivage des zones agricoles avec pesticides à l'amont des villes, etc. Donc, fort de ce constat, on a proposé et on a discuté plutôt, parce que c'est co-construit entre au départ l'EUL
École urbaine de Lyon et le URH2O, puis c'est IMU qui a pris le relais pour la partie EUL. Et donc, on a discuté et on s'est mis d'accord collectivement sur 2 thèses, non pas une seule, mais 2 thèses financées par ces PIA. Une thèse en géographie et une thèse en hydraulique qui ont commencé le même jour. En géographie, donc c'est Maëlys Guénoël qui est encadrée par Emeline Combi et Yves Lelay, qui vise à comprendre quelle est la problématique de ces pollutions, pourquoi c'est si peu étudié, est-ce un vrai problème, qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire dans les quartiers inondés pour lutter contre ces pollutions et comment les populations vivent avec ce risque de pollution. On a eu un super exemple au tout début des thèses, l'été 2021, avec avec l'inondation à Liège et des odeurs de fioul dans toute la ville. Et donc, elle traite d'enquêtes multiscalaires en France et au Québec. Donc, elle n'est pas présente aujourd'hui puisqu'elle est en mission au Québec de 6 mois grâce à cette structure à ces PIA qui finance sa mission. Et sur la droite, vous avez la description de la thèse de Clément Fagour qui est ici un peu plus haut, qui vise à comprendre, d'un point de vue hydraulique ou mécanique des fluides, comment des polluants peuvent se disperser dans un réseau de rues. Donc on est plutôt dans une vision centre-ville. Quels sont les processus hydrauliques qui gouvernent cette dispersion? Est-ce qu'il y a des zones d'accumulation? Comment on peut simuler, ça sera pour plus tard, numériquement, ces processus de pollution en inondation urbaine, donc par une approche plutôt mesure en laboratoire et calcul numérique. Nos partenaires, vous avez d'abord sur la première partie les encadrants, donc Sébastien Proust qui est présent ici, Nicolas Rivière et moi-même pour la partie hydraulique, Emeline Combi et Yves Lelay pour la partie géographie. Des partenaires internationaux qui se sont très rapidement joints à nous parce que c'était attrayant d'avoir ces 2 thèses en parallèle. Et donc, des collègues de Liège qu'on a été chercher, des collègues du Québec et de Concordia qui donc accueillent actuellement Maëlys au Québec. Et puis, on s'est rendu compte que quand on fait du bruit, on a une capacité d'attraction forte. Et donc, des réseaux au Québec, des collègues européens avec qui on a commencé à discuter, on trouvait ça attrayant et on est en train de créer une petite communauté assez dynamique dont je parlais un petit peu plus juste après. Donc comment ça marche? Donc c'est assez innovant. On n'avait jamais moi j'avais jamais entendu parler de 2 thèses dans 2 disciplines aussi différentes en parallèle. On leur a demandé aux 2 doctorants dès le début de travailler de concert, chacun dans sa discipline. On veut des thèses avancées, disciplinaires, pointues, mais en gardant en tête et un peu de temps pour communiquer et pour échanger et pour gagner en expérience de la thèse de l'autre. Donc par exemple en géographie, Maëlys a commencé par contacter plus d'une centaine pour l'instant de chercheurs et d'experts, et puis ensuite elle passe à la presse et elle contacte aux habitants sur les principaux risques et comment est-ce qu'on vit avec les pollutions dans des zones urbaines souvent polluées. Clément commence à mieux comprendre sur un réseau de rues, sur une maquette, comment les polluants se dispersent, quelles sont les différentes sources de polluants qu'on peut simuler. Et puis Clément demande souvent à Maëlys d'ajouter des éléments à ses questionnaires, demande aux habitants si ils voient les polluants entrer dans leur maison, à quel moment, par où ça rentre, d'où ça vient, demande-leur toutes ces questions. Et Maëlys dit à Clément, tiens, j'ai l'impression que ce type d'événement arrive souvent, est-ce que tu peux le simuler? Est-ce que tu peux adapter ta manip pour mieux comprendre, voir si jamais il y a une différence entre ces 2 types de polluants? Alors là, ça paraît une success story, mais c'est en fait extrêmement compliqué. Et à la dernière revue de thèse, il n'y a pas très longtemps, ces doctorants, les 2, nous ont dit, bon maintenant on va parler pluridisciplinarité, et ils nous ont challengé, alors qu'on est quand même 4 quarantenaires qui avons roulé notre bosse un petit peu, et on s'est retrouvés assez démunis, et donc c'était assez intéressant d'avoir un retour de la part des doctorants pour nous dire, maintenant on travaille en pluridisciplinarité, aidez-nous, on est face à une difficulté, on ne sait pas faire. Et nous, on dit qu'on ne sait pas beaucoup mieux faire. Et donc, c'était intéressant parce qu'ils nous challengent vraiment ces 2 jeunes doctorants et ils nous obligent à réfléchir et donc à aller chercher peut-être d'autres partenaires pour y avancer. Donc là, actuellement, on est à l'année numéro 2 du booster, puisque les thèses ont commencé en novembre 2021. Donc, elles sont au début de 2e année. Donc, les 2 thèses de doctorat dont j'ai déjà parlé, encadrées par EVS, LMFA et INRAE.
avec des financements donc, des 3 PIA dont j'ai parlé. On a un stage de master qui nous a été financé, parce que bien sûr, on a été chercher de l'argent un peu dans un groupe d'intérêt scientifique hydraulique et développement durable. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. Bon, bref, hydraulique, environnement, développement durable, excusez-moi. Et puis on a eu un projet européen parce qu'on a commencé à faire du bruit, donc on a été nous appeler. Donc moi je pilote un projet COUD Lab. Et puis on en a profité du début de ces 2 thèses pour organiser un symposium. On a accueilli à Lyon 10 équipes européennes, 30 chercheurs en septembre dernier pour faire le point. Donc voilà, et on espère qu'on continuera à dynamiser ce réseau européen. N'hésitez pas à aller voir les posters, discuter avec Clément, et si vous savez comment faire de la science pluridisciplinaire. Ah, mais j'étais à chaque fois en retard en fait. Non ? C'est bon ? Ah. Dites-nous parce qu'on ne sait pas faire. Oui, alors nous, on s'est lancé dans un projet plutôt ambitieux, donc à l'échelle du bassin Saône-Rhône, donc analyser la trajectoire de l'hydrosystème Saône-Rhône au Paléanthropocène. La première année a été plutôt consacrée à faire du réseau, organiser les fenêtres d'études, les partenaires, chercher des copartenariats budgétaires, financiers, et voir comment organiser donc l'enseignement par la recherche. J'y viendrai après. Donc grosso modo, après 1 an, 50 partenaires associés au projet, dont 27 issus de la communauté lyonnaise. Donc on est parti du constat que de nombreuses équipes interinstitutionnelles travaillaient sur des fenêtres du Paléo-Rhône avec peu de liens collaboratifs. Donc d'où la nécessité de favoriser les pratiques interdisciplinaires, de créer les ponts entre les acteurs, UMR, organismes nationaux, locaux, des unités de services diverses, et les disciplines de la paléohydrologie, de la géochimie, de la géographie, de l'archéologie, bioarchéologie, du paléenvironnement rhodanien. Donc dans une approche plus holistique et systémique. Et nécessité aussi d'intégrer la longue durée et de discuter les processus et impact temps court en comparant temps court, temps long, pour pouvoir approcher les tendances et les cyclicités à l'échelle des 10 derniers millénaires, et aussi de discuter des connectivités, disconnectivités des hydrosystèmes à différentes échelles, jusqu'au grand court-circuitage du XXe siècle. On est parti aussi du fait que l'étude du temps court a prévalu jusqu'à aujourd'hui dans le bassin du Rhône, notamment par la ZABRE, l'OSR et l'OHM, voire l'OTU. Donc les archives sédimentaires des systèmes fluviaux sont disponibles, mais souvent sous-étudiées, notamment je pense à tout ce qui est mis au jour chaque jour en archéologie préventive. Et c'est très informatif, et il faudrait qu'on puisse interagir plus fortement avec eux. Donc là, je suis en lien avec les différents gestionnaires de l'archéologie préventive le long du corridor rhodanien. On veut aussi homogénéiser les pratiques multiparamètres, les partager à l'échelle des différentes fenêtres d'études. Donc par un transfert de savoir, homogénéisation des pratiques. Voilà, et il faut aussi, on aimerait contribuer, donc, parce que les approches socio-environnementales rétrospectives sont capitales pour nourrir le débat sur notre futur environnemental dans le bassin rhodanien. Donc pour analyser notamment les trajectoires, bifurcations, construire des scénarios et discuter aussi des analogues anciens au réchauffement climatique actuel. Voilà, donc il est aussi possible, avec tout ce que je viens de vous exposer, de développer, de proposer un cadre de formation par la recherche, adapté aux enjeux de la recherche paléo actuelle, entre guillemets, paléo, en lien avec les acteurs de terrain dans les domaines de la géographie, de l'archéologie, du patrimoine et de l'environnement. Donc nos principales questions scientifiques sont tournées autour de 3 points, trois groupes de questionnement. Comment se sont organisés les cycles de peuplement des espaces fluviaux depuis le néolithique? Sont-ils inféodés aux variations hydroclimatiques, aux forçages anthropogéniques, notamment avec les effets de rétroaction, et à leurs effets combinés sur les variations hydrogéomorphologiques des plaines alluviales? Comment les sociétés riveraines ont-elles répondu aux contraintes des métamorphoses fluviales et à la fréquence des événements extrêmes? Deuxième question, comment restituer l'évolution des couplages versants cours d'eau à la lumière des connaissances sur les modes d'occupation des sols, de l'évolution de l'intensification des pratiques et techniques agraires et de la structuration paysagère? Enfin, troisième point, comment évaluer l'impact d'une anthropisation croissante depuis le néolithique, 7500 ans, sur les hydroécosystèmes fluviaux? Quels sont les proxys les plus caractéristiques pour retracer
cette histoire des éléments biotiques et abiotiques, et quels nouveaux marqueurs environnementaux utiliser. Là, je pense à l'ADN sédimentaire, par exemple, aux approches moléculaires, élémentaires, biologiques, et quel contexte pédosédimentaire favoriser. Donc l'objectif est bien sûr de développer et d'initier les jeunes au paléanthropocène rhodanien et proposer des scénarios rétrospectifs. Voilà, là je vais être trop long, je vais passer. Les partenaires, rapidement, vous voyez que notre booster est à cheval sur plusieurs instituts du CNRS, INE, INSHS, INSU, l'INRAE, l'INRAP, l'IFPEN. Il associe plusieurs universités, Lyon 2, Lyon 3, Jean Monnet Saint-Étienne, l'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté et l'ENS Lyon, et aussi associe des partenaires publics de l'archéologie préventive, nationaux, régionaux et locaux, et du patrimoine, notamment les services régionaux de l'archéologie ou des villes comme l'Île-sur-la-Sorgue. Voilà, donc vous avez les partenaires lyonnais, notamment les principaux, là que je cite rapidement, EVS, Archéorient, l'ENA, ARAR, le CIAM, le laboratoire de géologie de Lyon, et puis d'autres régionaux. L'apport de l'interdisciplinarité. Les archéologues, historiens, géographes et paléoenvironnementalistes illustrent le rôle croissant des sociétés depuis le néolithique dans la transformation des paysages et des dynamiques hydroécologiques. Donc l'objectif du booster est de croiser les approches disciplinaires physiques, biologiques et humaines nécessaires pour décrire les effets et les trajectoires des sociosystèmes fluviaux rhodaniens et de les quantifier et d'en proposer des scénarios rétrospectifs, je l'ai déjà un petit peu dit avant. On se fonde sur des approches en sciences humaines, qui associent géomorphologie, géomatique, archéologie, histoire, et en sciences de l'environnement, géophysique, géochronologie, géochimie, isotopie, paléobotanique, modélisation, à la fin, prédictive ou rétrospective. On essaye de travailler, donc d'associer les équipes, les partenaires sur les mêmes sites d'études, des petits bassins versants, des sections de plaine alluviale, des villes ou des micro-régions, selon une approche intégrée, systémique et holistique. Là, je peux prendre un exemple de les paléopollutions antiques, par exemple, que Hugo Delisle anime dans notre groupe, qui associe sédimentologie, géoarchéologie, géochimie, isotopie, anthropologie, archéologie urbaine. Et aussi l'érosion dans les têtes de bassin, qui sont beaucoup travaillées avec les collègues de l'Université de Bourgogne, avec tout le groupe de disciplines associées. Donc l'état d'avancement, après pas tout à fait un an, parce qu'on a vraiment, en cherchant les collaborations, et notamment avec les partenaires de l'archéologie, on n'a pas pu vraiment commencer avant l'été, donc on est un petit peu en retard. Notre booster a eu 3 actions concrètes en 2022, donc de renforcement du lien recherche-formation. D'abord par l'établissement de la définition de 5 masters pour 2023 sur les étangs de la Vouge, l'estimation des volumes sédimentaires depuis le Moyen-Âge, donc avec l'Université de Bourgogne, c'est dans la zone de Dijon, dans le haut bassin de la Saône. L'analyse spatiale de la fenêtre Thiel-Ouche, c'est toujours à l'est de Dijon, avec des approches plus géostatistiques, avec l'Université de Besançon. Des intercomparaisons de 2 fenêtres de peuplement des corridors fluviaux Saône-Rhône depuis le néolithique. Donc là, c'est dans le cadre du master Géonum, que j'encadrerai dans le cadre d'EVS. Signal des paléopollutions métalliques associées au développement urbain de Lyon et de Vienne depuis l'Antiquité, donc notamment par l'analyse des archives fluviales du corridor rhodanien. Donc c'est Hugo Delisle qui est leader dans ce master, et des études des environnements fluviopalus sous la ville médiévale de l'Île-sur-la-Sorgue, qui se pose beaucoup de questions sur l'origine donc de la cité médiévale et de la construction de l'hydraulique. Donc là, je suis en lien avec le responsable du patrimoine. Donc vous avez les différents points de ces localisations de ces masters. On a aussi créé un stage de terrain annuel de 2 jours qui est coordonné par Hélène Mathian, mais aussi avec Jérôme Lejeau et Christelle Michel et moi-même, donc dans le cadre du Master Géonum, 2 jours de terrain et ensuite une 40aine d'heures de formalisation par les M1, M2, donc les M2 chapeautant les M1, pour pouvoir intégrer et acquérir de nouvelles données en géomatique sur une zone d'étude du booster dans le haut bassin du Rhône. Donc je vous renvoie au poster, je ne développe pas plus. Enfin, un 3e point, dans le cadre de TP du laboratoire du Master Gestion de l'environnement, on a associé lors de 5 séances de 4 heures une étude multiproxy, donc en immersion totale par les étudiants, une étude multiproxy d'une carotte sédimentaire du Rhône qui est issue d'une fenêtre de notre booster.
où ils peuvent apprendre à décrire une carotte, élaborer une stratégie d'échantillonnage, appliquer divers protocoles d'analyse sédimentologique et géochimique, et ensuite analyser le jeu de données pour restituer, par exemple, l'évolution des paléopollutions dans le corridor rhodanien. Les deux dernières slides sur... Oui, je vais m'en tirer. Donc l'avancement dans les fenêtres de recherche, donc là le bassin de la Saône, vous avez tous les points en rouge le long du corridor de la Saône, avec le Val de Suzon, en collaboration avec l'Université de Bourgogne. La Saône à Uchy, c'est l'équipe de l'NTPE qui préside à cette fenêtre. La plaine Thil-Ouche, c'est plus l'INRAP et puis l'Université de Besançon. Le vallon de la Natouze. Là, c'est plutôt ASM Montpellier, les étangs de la Vouche et l'Université de Bourgogne, le bassin de Mercurey, c'est EVS. Et donc, vous avez ici aussi une association forte avec le service régional de l'archéologie qui cofinance cette fenêtre à la hauteur de 8 000 €. Et on attend une subvention région Bourgogne de ce côté-là. Je suis en discussion avec la ZABRE, et il faut qu'on avance d'ailleurs les discussions de collaboration. Dernier point, donc là, le bassin du Rhône. Là, vous avez différentes fenêtres d'études, notamment la Digonnière, qui est une tourbière du Haut-Forez, qui est carottée en début d'année pour permettre de tracer les paléopollutions depuis l'Antiquité. Donc c'est André-Marie Landurel et Hugo Delisle qui chapeautent cet aspect. La plaine du Tricastin, où on a pas mal exploré les données LIDAR et effectué des prospections géophysiques. Vous avez d'ailleurs Thierry Winiarski en plein effort là, derrière moi. Et puis vous avez des approches à l'Île-sur-la-Sorgue. Vous avez en haut à droite, vous avez une image de la cité médiévale de l'Île-sur-la-Sorgue avec l'emplacement de carottage qui vont être étudiés dans un master cette année. Juste pour finir, partenariat et cofinancement de l'année, donc un PCR interrégional de l'archéologie avec le département de l'Isère, de la Drôme et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui cofinancent, ainsi que la ville de l'Île-sur-la-Sorgue. Et puis des collaborations scientifiques avec l'INRAP pour avoir des jours hommes de tous ces agents qui sont des acteurs de terrain au quotidien en archéopréventive, et aussi l'IFPEN qui collabore dans le cadre de l'étude du delta du Rhône, de la modélisation de la construction du delta du Rhône. Et enfin, le studio IMU Anthropotrace qui est coordonné par Hugo Delisle, qui nous permet de développer plus les aspects paléopollution. Voilà, je vais m'arrêter. On fait les chaises musicales en fait. Donc le troisième exemple, je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps. 1 minute. C'est porte sur. Donc c'est un booster plus, c'est-à-dire qu'il est porté, il est soutenu à la fois par IMU et par le UR-H2O Lyon, comme les deux boosters qui ont été présentés précédemment. Et il s'inscrit dans ce qu'on appelle le studio Eau et Monde Urbain, dont on pourra amener à reparler dans la journée. Donc celui-là, il porte sur les effets de l'urbanisation des plaines alluviales à l'échelle mondiale. Donc on l'a appelé GLURB, vous voyez, parce que vous comprenez un peu quels sont les enjeux derrière ce projet. On l'utilise un peu à titre d'exemple pour voir un peu comment finalement construire l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité dans ce contexte-là. Et il s'appuie bien sur la stratégie de l'escalier avec un premier soutien XI-MSH au départ, un soutien ensuite du fonds recherche qui a permis en quelque sorte de construire l'équipe, de favoriser les interactions et de pouvoir aller jusqu'au projet. Donc l'ANR finalement qui a soutenu le projet, puisqu'on est en phase de démarrage maintenant du projet, c'est une commission un CES qui s'appelle Sciences de la durabilité, et donc qui finalement soutient des projets qui s'inscrivent totalement dans les logiques interdisciplinaires qu'on essaye de développer au sein d'IMU ou au sein de l'EUR H2O Lyon. Donc ce projet-là, il est fondé sur 3 hypothèses qui ont été formalisées. Donc la première, c'est de dire que l'urbanisation des lits majeurs, des plaines alluviales, varie à travers le globe en intensité, en extension et en cause sous-jacente. L'idée notamment, c'est de dire que ce n'est pas uniquement le bâti, la construction
finalement d'habitation qui va conduire à ce processus d'urbanisation. Il y a d'autres vecteurs qui conduisent à l'urbanisation. Et donc il y a différentes formes, notamment à travers par exemple les extractions de granulats qui marquent une empreinte de l'urbanisation qui est très forte dans les plaines alluviales, ou les effets également sur la nappe phréatique qui n'est pas forcément visible, mais qui va se matérialiser très fortement par notamment la disparition des zones humides, si tant est qu'il en existe dans la plaine alluviale, à l'amont de la zone urbaine. Deuxième élément, c'est que l'urbanisation récente est l'une des principales menaces sur les corridors fluviatiles. On a beaucoup parlé des barrages, de l'effet des barrages, et donc l'idée, c'est de voir, d'explorer, de voir si le processus d'urbanisation des plaines a un impact qui est du même niveau en quelque sorte que la construction des barrages, entre autres. Le troisième point, c'est que cette urbanisation globale augmente les inégalités sociales, notamment à travers à l'accès aux soins, à des conditions environnementales qui soient de bonne qualité. Donc là, il y a différentes pistes également, que ça concerne le risque pollution, ça concerne le risque inondation notamment, et on pense que des solutions locales peuvent être généralisées. Donc les partenaires, le consortium de ce projet, il y a 5 laboratoires français, j'ai marqué en rouge les 3 qui appartiennent à l'EUR H2O Lyon, et on a embarqué également nos collègues télédétecteurs de Montpellier. C'est une ANR, donc il faut qu'elle soit structurante également au niveau national et non pas uniquement au niveau du site, et puis également les collègues physiciens de l'ENS de Lyon. On a un advisory board international avec des collègues qui vont nous aider et qui vont nous aider notamment à faire le lien avec les praticiens, à entamer également des discussions, un dialogue sur les différents sous-continents à enjeu. Et on a également un lien avec le WWF à l'échelle mondiale, et notamment l'équipe de Jeff Opperman, qui s'intéresse justement à ces problèmes-là et qui est en dialogue très étroit avec les partenaires au niveau des différents pays. Donc ce lien partenarial, pour nous, il est très très important, et c'est un des critères d'ailleurs d'attribution des projets par une ANR sur les sciences de la durabilité. On a déjà largement entamé les interactions avec nos partenaires. Anne Shin de Denver est déjà venue. On a également commencé à travailler sur la ville de Denver. Vikrant Jain, qui travaille sur Delhi, a également séjourné chez nous, et il y a des liens qui sont inscrits. Et puis Peng Gao, qui est impliqué sur la Chine, également là il a séjourné chez nous avec le soutien de l'EUR au printemps. Et il y a des interactions qui ont commencé à se construire très, très sérieusement. Il y a des publications en cours. Donc l'interdisciplinarité, vous voyez, je l'ai listé également ici. Tout ce qui est rouge, finalement, c'est porté par l'EUR H2O Lyon. L'analyse du signal, les sciences informatiques, c'est les apports des collègues externes qui viennent enrichir en quelque sorte les compétences de l'équipe dans ce domaine-là. Donc les méthodes et les apports de l'interdisciplinarité, on a construit 4 work packages qui sont un peu des dispositifs qui s'emboîtent les uns dans les autres, c'est-à-dire qu'on part très très large avec 300 sites, avec une géographie mondiale, et progressivement on va affiner les choses avec 50 sites, où là on va pouvoir développer une télédétection un peu plus fine, et puis on passera à 5 à 10 sites, où là, notamment au niveau sciences sociales, on pourra avoir des investissements terrain qui sont plus importants. Et l'idée, c'est d'aborder en quelque sorte et les mettre en lumière un certain nombre de points chauds qui méritent discussion, qui méritent débat, et qui peuvent être un peu emblématiques finalement pour les discussions à l'échelle mondiale. Et le Work Package 4, c'est l'information et puis le monitoring, et là c'est surtout un très gros travail de mise en visibilité en fait de la dynamique d'urbanisation des plaines alluviales et des enjeux qui sont associés à travers le web, de manière à travers des webinaires également, de manière à créer en quelque sorte une dynamique à l'échelle mondiale en termes de débats scientifiques et de débats opérationnels sur ces questions à enjeu.
Donc l'avancement, le boost, grosso modo, se termine. On a lancé les choses et on va passer au projet qui va démarrer à partir du 1er janvier 2023. Et donc il y a un atelier qui va être participatif, qui va être ouvert cet après-midi. Donc si vous voulez continuer à dialoguer sur ces questions-là, Barbara Belletti qui va animer cet atelier, qui a été très investi dans le montage du projet, va pouvoir vous accueillir et le mettre en discussion. Donc là, on a pris 3 exemples. Il y a eu un gros travail au niveau du COPIL pour savoir finalement qu'est-ce qu'on booste. Et on a identifié, vous avez vu, la géoarchéologie, c'était un champ d'entrée. L'eau et la ville, c'était un autre champ d'entrée avec 2 projets qui se complètent, qui étaient discutés. C'est une des entités fortes du site Lyon-Saint-Étienne. Et notamment, on a mis en place avec IMU un studio ou un méta-studio sur l'eau et les mondes urbains. Et il y a une jeune chargée de mission qui a rejoint l'équipe, Sarah. Elle m'a pas dit stop encore, donc c'est tout bon. J'ai un peu de temps. Et donc Sarah va être en charge d'animer en quelque sorte ce méta-studio pour promouvoir la recherche en lien avec les opérationnels, pour soutenir également les différents projets qui sont sur ce studio et continuer dans cette dynamique-là. Puis on a un autre booster plutôt sur les contaminants qu'on essaye de faire monter également en interdisciplinarité, qui est porté par Marina Cockry. Il n'y a pas que des hommes qui gèrent ces boosters, et qui nous rejoindra sans doute l'année prochaine, puisque cette semaine, elle n'était pas disponible. Voilà. Donc s'il y a d'autres initiatives, je pense qu'on peut les mettre en débat au niveau du COPIL. Il y avait des choses sur les confluences également, qu'on imaginait comme étant une thématique porteur au niveau opérationnel, et également en termes d'interdisciplinarité, qui est aussi une entrée possible. Je vous remercie pour votre attention. On a le temps peut-être pour 1 ou 2 questions, ça va être rapide, je m'excuse d'avance. Je pense que tout le monde a faim. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir, poser une question? Thank you. Very impressive. You have a Merci, très impressionnant. Vous avez une liste de différentes disciplines scientifiques que vous étudiez dans ces projets boosters, surtout pour l'étude du Rhône. Mais alors, la biochimie qui explique les liens entre les paramètres de réponse, lorsqu'on passe de tout ce qui est multidisciplinaire à tout ce qui est interdisciplinaire, est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus? Parce que on n'a pas parlé de biochimie et cela m'étonne parce que c'est un aspect central de comprendre les liens et les mécanismes de couplage entre... Biogéochimie. Donc la biogéochimie, non, on n'a pas vraiment de personnes compétentes dans notre réseau, dans notre groupe, pour développer ces aspects. Donc on est plutôt en chimie élémentaire, donc pour distinguer tout ce qui est minéral et métallique. Et puis on est en chimie quantitative classique, des sols. Donc voilà, il y a ces aspects-là. Mais on a des partenariats potentiels pour travailler sur notamment la recherche de molécules dans les archives sédimentaires, notamment je pense au coprostanol, qui est un marqueur de l'anthropisation de l'élevage, notamment des pratiques de l'élevage, ou l'amyliacine, qui permet de restituer les pratiques de récolte ancienne du millet. Mais voilà, il faudrait qu'on développe, mais là, il faut monter en puissance. C'est des analyses qui sont coûteuses. Et... Alors, on a des spécialistes du domaine qui sont très investis sur un certain nombre de thèmes. Ils portent notamment une ERC Synergie. Donc il y a Gilles Pinet, il fait le timide dans la salle, mais il va pouvoir s'exprimer là-dessus. Et Gilles est impliqué également sur l'ANR Glourbe. Donc je suis allé un petit peu vite, mais derrière l'écologie, il y a Sylvain Doledec qui travaille sur les macro-invertébrés, il y a Gilles qui travaille sur les processus biogéochimiques, et puis il y a Bernard Kaufmann qui travaille sur l'écologie urbaine. Oui, juste un mot, c'est à propos on parlait des boosters sur les confluences, et là c'est un sujet qui va sans doute vraiment faire la part belle à la biogéochimie,
puisque au-delà des aspects purement hydrauliques et géomorphologiques, il y a aussi un effet biogénérateur de ces confluences. Et donc l'idée de ce booster qu'on voudrait développer l'année prochaine, c'est d'essayer de combiner à la fois des études en hydraulique et des études en biogéochimie pour pouvoir voir l'effet de ces confluences, que ce soit en type de qualité d'eau différente, voire d'hydrologie différente sur la résultante biogéochimique de ces cours d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est assez original, je pense, parce que jusqu'à présent, notamment du côté biologiste, on s'est bien gardé d'aller se mettre du côté de ces confluences qui sont des zones assez complexes. Mais avec l'avantage d'avoir des collègues qui travaillent en hydraulique, on va pouvoir, on espère en tout cas, faire la part belle à cette collaboration. Voilà. On a quand même des compétences. Merci à tous les trois. Du coup, si tu peux passer... Ah bah très bien, super. Donc, on va... Le programme de cet après-midi...